Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Une semaine en Algérie marquée, encore une fois, par la médiocrité des dirigeants installés par le commandement militaire. La célébration du 8 mars dans notre pays, fête internationale des droits de la femme, se tient dans un contexte chrysogène au regard des violations des droits de l'homme qui sévissent en Algérie. Comment raisonnablement peut-on attendre d'un pouvoir qui au quotidien brise toute initiative citoyenne politique visant à installer un état de droit et des libertés? Comment peut-on parler d'une nouvelle Algérie alors que ce pouvoir emprisonne encore des jeunes pour des amendements qu'il préconise? À la terreur installée par un dispositif judiciaire suite à l'ordonnance 87 bis, à la manipulation de la justice à des fins politiques, une liberté de la presse compromise et qui est mise sous séquestre, sans parler de toutes les violences commises par une administration publique qui n'a pour fonction que d'humilier et réprimander. La répression, les emprisonnements étant des éléments constitutifs d'un schéma de violence élaboré et assumé, ils ne sont pas les seuls, évidemment, car il y a aussi la violence économique et culturelle de type Badisiya Novembaria. On ne peut dissocier les droits de la femme des droits de l'homme, car ils sont consubstantiels à la démocratie. La crise ukrainienne et son impact politique et économique sur notre pays est à lire sur un double plan. En effet, la Russie de Poutine, en complète violation du droit international, envahit un pays souverain, l'Ukraine. Cet acte d'une extrême importance et gravité annonce à long et moyen terme d'une défiance et amorce une reconfiguration de l'ordre mondial. L'Algérie, dont l'incapacité d'exporter davantage de gaz vers l'Europe, le marché gazier européen est en train de souffrir des effets de la crise russo-ukrainienne. Il évolue dans un contexte géopolitique extrêmement sensible. Dans l'absence d'une compensation au gaz russe, l'Algérie, en tant que fournisseur historique de l'Europe, n'est pas dans la capacité de pomper davantage de gaz vers le vieux continent. Économiquement, les prix des hydrocarbures atteignent des sommets et des retombées financières sur notre pays. Et un fait certain, d'un côté, l'embellie financière qui viendra soulager nos réserves de change sera relative à l'écart de la flambée des matières premières et des céréales. La question est de savoir comment sera utilisé cet argent et quelle destination prendra-t-il. Le pétrole à $100 ou à $200 ne réglera pas la question du pouvoir d'achat en Algérie. La hausse des prix de ces derniers mois et le gel de fait des rémunérations depuis au moins 10 ans crée un risque d'explosion sociale chez les 3 millions de fonctionnaires qui forment traditionnellement la base sociale du pouvoir. Pour la majorité de la population active, les millions de travailleurs du secteur informel sans papiers et sans droits sociaux, la situation est pire encore, comme celle des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont des dizaines de milliers à chaque rentrée à ne pas trouver de place sur le marché du travail. Sans parler de la grande pauvreté qui affecte en partie les hauts plateaux et le sud. L'économie n'a rien à leur offrir et la fuite vers l'étranger devient un mirage qui attire de plus en plus de jeunes. Un événement hors du commun s'est produit dernièrement qui s'est traduit par l'histoire du jeune Ayman, originaire de Mila, qui par son audace est passé à travers tous les obstacles mis en place par les services de sécurité et a réussi à embarquer dans la soute d'un avion d'Air Algérie à partir de Constantine à destination de Paris-Charles de Gaulle.
Au-delà du fait que cet incident d'une extrême gravité qui donne un mauvais signal à nos partenaires étrangers, il acte que les aéroports algériens ne sont plus sécurisés et ne répondent plus aux standards internationaux. Ce qui est plus grave, c'est que ce jeune adolescent a risqué sa vie de manière consciente pour immigrer clandestinement. Ce qui est insupportable, c'est que le phénomène Harraga a atteint nos jeunes enfants qui ont pris conscience qu'il n'y a pas d'avenir dans un pays où le manque de perspective les amène à vouloir partir, quoi qu'il en soit le coût, et surtout à fuir un enfer promis par des gérontocrates en panne de projet. Le jeune Aymen acte comme symbole du désespoir qui règne dans la société algérienne, crise sociale, crise économique et par-dessus tout l'impasse politique. Le pouvoir algérien en panne de projet et de vision, n'ayant aucune légitimité populaire, navigue sans cap. Le bilan de M. Tebboune à mi-mandat est un échec absolu. Aucune réforme structurelle, aucun modèle économique, aucun projet social. La crise du lait, de l'huile, des médicaments, la crise politique, celle des institutions, la crise morale, la jeunesse abandonnée, n'ayant que pour seul projet la mort lente ou l'immigration clandestine. Des centaines de citoyens de toute classe sociale emprisonnés pour une simple opinion. Ce système de gouvernance axé sur la répression, la rapine et les mensonges politiques aventuriers ont fait trop de dégâts pour que le peuple algérien pardonne. Le passif est trop lourd pour oublier d'un revers de main et pour croire encore à des balivernes. Le peuple algérien veut un changement radical de toute la classe politique aux commandes, par une passation de pouvoir, de transition garantie. Il ne veut plus entendre parler d'antécédents de personnes, de partis, de politiques, qui rappellent une tragédie. Partir est la seule issue raisonnable. عفوا ما كاش منها ماناش مقتنعين كاع تقبل التغيير نحاو بيون عاودوا داروا بيون واحد اخر تنحاو كاع عربيه تنحاو كاع عربيه ما نعرفش عربيه هذه هي الدرجه تاعنا شكرا
Вже 12-й день. Ми ніколи не хотіли цієї війни, але її принесли до нас. Algérie, rétro-info de la semaine. Donc, on va revenir sur les événements qui ont marqué l'actualité cette semaine dans notre pays. Bien sûr, on va commencer avec la crise ukrainienne et son impact sur l'Algérie, économique mais aussi géopolitique. On va aussi parler de la journée de la femme, des droits de l'homme, des droits de la femme, et aussi la question des droits de l'homme en Algérie. La visite de la sous-secrétaire d'État américaine donc en Algérie et ses déclarations. Et on terminera bien sûr avec la médiocrité, l'incompétence qui règne dans notre pays. C'est devenu un mode d'emploi en Algérie, donc on va essayer de revenir sur cette question aussi. On aura avec nous dans cette émission, avec un grand plaisir, on a avec nous c'est Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui est avec nous depuis Alger, via Skype. C'est Mohamed Khelfaoui, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Mohamed. Bonsoir, c'est Nasser, bonsoir, c'est Adel. J'ai pu déceler son image. Oui. Et bonsoir à tous ceux qui suivent l'émission, on a dit. Très bien. Avec ça, Hassi Mohamed, vous avez donc annoncé notre invité, c'est Adel Jabbar qui est avec nous. Je ne vais pas dire les 3 mousquetaires, mais je vais dire les 2 mousquetaires. Allez. Adel Jabbar qui est avec nous, analyste politique depuis le Canada via Skype. C'est Adel, marhaba bik, bonsoir. Allah c'est toujours un plaisir d'être là. Un grand salut fraternel, c'est Mohamed. Et puis bienvenue à vos autres invités. Je n'oublierai pas de saluer grandement et fraternellement notre peuple en Algérie et à l'étranger. Marhaba bik, c'est Adel Jabbar. Yatik Saha. On aura le plaisir aussi d'accueillir Ihsan El-Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M, dans un instant aussi. Mais aussi, on aura aussi le plaisir d'accueillir Abdou Samma, journaliste à Algérie Part. Il sera avec nous depuis Paris. Si Mohamed Khelfaoui, je vais commencer cette émission avec vous. Marhaba bik, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. On va commencer avec le premier sujet de notre émission pour ce soir. Donc cette crise ukrainienne donc, qui a un impact bien sûr sur le monde entier, mais particulièrement aussi sur l'Algérie, parce que il y a cette flambée des hydrocarbures, du pétrole d'un côté, du gaz de l'autre côté. Quel impact sur notre pays, Mohamed Khelfaoui, sur le plan économique, mais aussi géopolitique, sachant que l'Algérie est un partenaire privilégié, entre guillemets, si on peut dire, de la Russie. Mohamed Khelfaoui. Bonsoir encore une fois. Bonsoir, Hassi Mohamed. Bon, je ne partage pas l'avis lorsque vous dites que la Russie a envahi l'Ukraine contre le droit international, etc. Parce que c'est une phrase qu'on n'a pas entendue lorsque les États-Unis envahissaient le Vietnam ou bombardaient au Kosovo, bombardaient en Irak, occupaient l'Irak par 2 fois, etc. Et tant d'autres pays, l'OTAN et la Libye, l'OTAN et la Syrie, etc. Et l'Afghanistan. Bon, on ne peut pas citer tous les pays et toutes les infractions de ces États et qui méritent le nom d'impérialistes parce que leur objet, c'est toujours prendre aux autres ce dont leur population en ont besoin pour leur bien-être. Et ils s'en foutent, laissez passer l'expression, des autres. On a vu en Syrie l'enfant qui était noyé, qu'ils ont récupéré sur le rivage d'une mer, je ne sais plus laquelle, peut-être la Méditerranée, certainement la Méditerranée, mais de quel côté, au nord ou au sud, peu importe, l'enfant était noyé, nous l'avons vu.
On a vu la guerre de Corée et cette fillette toute nue qui courait et ne savait pas où aller. Bon, nous avons vu ces atrocités un peu partout lorsque l'Occident intervenait. Malaisie Mohamed, si on parle du droit international, maintenant, est-ce que la Russie avait, si on peut dire, raison d'envahir l'Ukraine? Ça, c'est une autre question. Voilà, sur le plan du droit international, c'était juste par rapport à ça dans mon intro. On ne peut pas justifier, bien sûr, ce qui s'est passé en Irak ou en Syrie ou dans d'autres parts du monde. Tfadal, si Mohamed. Non, pour ce qui est de l'Ukraine, la Russie, je peux dire, depuis 2014 jusqu'à cette année, les problèmes se posaient. La Russie demandait légitimement, je ne dis pas de droit, mais légitimement sa protection parce que c'est un problème existentiel que de voir l'OTAN se déployer à ses frontières, directement à ses frontières, direct, je voulais dire. Donc, comme les États-Unis avaient refusé le déploiement des missiles soviétiques à Cuba, pourquoi pour les uns c'est oui, pour les autres c'est non? Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas être victime de la propagande occidentale et faire attention également aux informations qui arrivent de Russie. Ce qui est souhaitable, c'est que les choses rentrent dans l'ordre le plus tôt possible. Et pour rentrer dans l'ordre, il y a des conditions pour la Russie. Il y en a également pour l'Ukraine. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une guerre plutôt entre l'OTAN et la Russie, pour ne pas dire les États-Unis particulièrement, et la Russie. Ben, il faut voir les choses honnêtement, sans prendre sans parti pris pour les uns ou pour les autres. Quant aux conséquences de cette guerre, c'est vrai, bon, le pétrole il y a une flambée des pays. On souhaite que l'Algérie puisse en profiter, quoique c'est dommage d'utiliser ce genre d'expression, c'est-à-dire vivre sur les dépouilles des autres. C'est pas souhaitable, mais ça encore c'est les États-Unis qui l'ont voulu, aussi bien pour le gaz, l'embargo sur le gaz, sur le pétrole et sur les autres questions. Le problème du blé risque de nous poser problème. Nous sommes importateurs. Le blé également a vu flamber des pays. Et là, l'Occident peut évidemment, lui, utiliser ces expressions, de profiter dans une crise où on compte des milliers de morts. Eux, ils ont l'habitude de ça. Ils ont bien profité lorsqu'ils tuaient des populations en Algérie, au Vietnam ou ailleurs, ou la traite des Noirs, j'allais dire un autre terme, mais je ne veux pas l'utiliser, la traite des Noirs, l'esclavagisme, etc., pour leur travail, pour leurs besoins, pour leur développement. L'Algérie, je suppose qu'elle a pris les mesures nécessaires, comme tous les autres pays du monde, particulièrement par rapport au blé. Sa position de neutralité, elle ne peut pas être autrement. Honnêtement, de neutralité par rapport au conflit, c'est Mohamed Khelfa. C'est ça. Mais est-ce que vous pensez que l'Algérie peut exercer cette neutralité, sachant que l'Algérie a des relations historiques avec l'URSS ou la Russie maintenant, qu'elle est très proche, mais aussi elle a des relations avec les Américains de l'autre côté. Et on a vu donc la visite de la sous-secrétaire d'État Wendy Sherman qui était à Alger donc avant-hier ou hier. Comment vous voyez donc géopolitiquement, si on peut dire, la position de l'Algérie? Est-ce que vous pensez qu'elle est en position de force? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une vision pour essayer, vous êtes en train de dire, c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser ce mot, peut-être en profiter de cette situation, de cette crise, mais le monde est ainsi, c'est Mohamed Khelfaoui. On doit servir les intérêts de notre pays avant tout. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a une vision par rapport à ce conflit, c'est Mohamed Khelfaoui? Non, sinon le monde n'est pas ainsi. Il y a aussi une question de morale. Nous avons une culture
qui défend une certaine morale et à laquelle on est, elle est ancrée en nous. Il y a l'autre culture impérialiste, si vous voulez, le capital sanguinaire, qui, eux, la morale, c'est à côté. Et ils sont même arrivés à dire que la morale, c'est l'arme du faible. C'est Nietzsche qui dit ça. Et c'est la culture occidentale qui le veut, avec les espaces vitaux, etc. Donc, de dire que la morale est là, que le monde est ainsi fait, non. Non, parce qu'il y a les droits de l'homme qu'on appelle, il y a des institutions internationales, il y a un ordre international. Malheureusement, il est bâti pour les intérêts des pays dominants, les États-Unis et l'Occident en particulier. C'est pas pour ce qui est de l'Algérie, sa position, c'est vrai, comme vous le rappelez, nous sommes partenaires, j'allais dire historiques, mais depuis notre indépendance, nous sommes partenaires, nous sommes proches de ce pays depuis l'époque de l'URSS, en effet, et nous n'avons rien contre les États-Unis. Cependant, ceci étant, l'Algérie ne peut pas cautionner l'occupation, l'envahissement, même temporaire, d'un pays, et ça, c'est un dogme chez nous. L'Algérie refuse ça, mais elle n'accepte pas ce côté-là, mais elle conserve quand même ses relations. Quelle est l'influence de l'Algérie? C'est vrai, l'Algérie est un pays du tiers-monde, il n'a pas d'envergure d'agir sur la trajectoire de l'histoire, mais elle peut, par sa position, puisque les Russes ou les Ukrainiens ne cherchent pas une aide ou une intervention algérienne, mais ils cherchent une position politique qui, plus ou moins, devient une forme de soutien. L'Algérie, sa position politique, là je vous le dis, il s'agit de notre pays, ne peut être ni de ce côté ni de cela. Dire qu'elle est pour la Russie, même si elle l'aide pas, c'est quand même un appui politique et la Russie en a besoin, je pense. Et dire que c'est autorisé, non, nous sommes toujours contre le déplacement des frontières, contre l'envahissement d'un pays. Et nous avons le Sahara occidental, par exemple, ou la Palestine. Nous sommes toujours contre ça. Donc on ne peut pas se déjuger parce que nous sommes partenaires historiques. Non, il y a les droits, il y a la morale, il y a aussi les autres peuples qui souffrent comme nous avons souffert pendant 130 ans. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Adel Jabbar, sur cette question, qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar? Est-ce que l'Algérie navigue à vue, ou le régime, si on peut dire, navigue à vue par rapport à cette crise et aussi cette opportunité de flambée de prix du gaz et du pétrole? Est-ce que vous pensez que l'Algérie peut tirer bénéfice donc, de cette situation? Elle ne tire absolument rien. Moi, je voudrais peut-être préciser quelque chose qui a été dit chez Mohamed. L'Algérie n'a aucune relation historique avec l'URSS. La meilleure preuve, c'est que l'URSS a des accords de défense stratégique avec la Syrie et avec l'Iran, elle n'a pas avec l'Algérie. L'Algérie est un bon client de l'industrie de l'armement de l'ex-URSS et de la Russie. Ni plus ni moins. La meilleure preuve, c'est qu'ils ne pèsent rien sur l'échiquier. Ils sont aussi bons clients de l'Ukraine. Moi, je voudrais revenir très rapidement sur le conflit russo-ukrainien. Je pense que c'est une chicane de famille. Ce problème-là existe depuis le XIe siècle avec, comment il s'appelle, le tsar Vladimir qui avait conquis à l'époque la Crimée. Et jusqu'à 1989, il y a eu des choses qui ont été faites par l'ex-URSS, par Brejnev, par Staline, etc. Aujourd'hui, la Russie d'aujourd'hui se sent menacée par des avancées à petits pas de l'OTAN qui ne veut pas s'arrêter. L'OTAN est une organisation nord-atlantique des armées pour défendre l'Europe occidentale, mais elle n'est plus en position défensive, elle est en train d'avancer pour aller se mettre ses fusées et ses engins sur le jardin
le plus près de la Russie. Le problème est très compliqué. Je considère que c'est un problème conjugal qui se règle entre les deux partenaires. C'est un peuple slave, c'est un peuple chrétien orthodoxe, c'est un peuple qui a vécu sous le communisme, qui s'est aujourd'hui, comment dirais-je, muté vers un capitalisme qui n'a pas encore pris. Mais ce que je remarque, pour être honnête dans l'analyse, le président Poutine n'avait pas le droit d'envahir. L'usage de la force est inapproprié. Je vais revenir là-dessus. Les Ukrainiens ont été les victimes expiatoires d'un chantage occidental qui ne s'est jamais arrêté depuis l'indépendance ou depuis la partition de l'URSS. On se souvient tous des promesses qui ont été faites par les Occidentaux aux Russes. La dernière promesse est celle du président Elyatchenko, si je me souviens bien, qui a été élu entre 2002 et 2005, et qui disait l'Ukraine restera neutre, ce sera un pan entre la Russie et l'Europe. Malheureusement, ce président-là a été sauté. On a ramené une équipe pseudo-libérale, c'est des aventuriers pour moi, hyper corrompus, parce qu'il faut se dire les choses, l'Ukraine est le pays le plus corrompu d'Europe. L'ex-dame aux 13 jeunes là, elle a détourné 500 millions de dollars. Elle et son mari, qui est actuellement en fuite en Tchéquie, elle et son ministre de l'Industrie, le boussoir de cette dame qui écope actuellement de 9 ans de prison aux États-Unis. Il avait acheté un ranch à 6,7 millions de dollars de l'acteur Eddie Murphy. Donc j'arrête là. Maintenant, les incidences sur notre pays. Notre pays n'est pas un joueur qui joue dans les ligues majeures. Mais sur la question, par exemple, Adel Jabbar, j'aimerais vous ramener par rapport à cette question, parce qu'il y a un manque de gaz russe aujourd'hui, et ça a été, donc, on a demandé à l'Algérie d'essayer donc d'augmenter sa production et d'essayer donc de combler un peu ce manque. Est-ce que vous pensez par l'arrêt du GME, du gazoduc Maghreb-Europe, ça a été une décision peut-être stratégique pour l'Algérie, entre guillemets sécuritaire, comme ça a été avancé par le pouvoir algérien, ou bien au contraire ça a été une erreur stratégique, parce qu'on voit bien maintenant, on l'aurait utilisé ce gazoduc pour augmenter la production du gaz et essayer donc d'exporter plus de gaz vers l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel? Après, je vais revenir, je vais donner la même... ça serait la même question pour vous aussi, Mohamed Khelfa. Non, c'est une question l'heure. Il faut revenir au départ, comme je l'ai dit la dernière fois dans votre émission, à l'input. Aujourd'hui, je pense que la capacité de production gazière de l'Algérie est à saturation. Elle ne peut pas faire plus, elle ne peut pas faire mieux. Si elle s'est donné le choix de fermer le gazoduc qui passe par l'Europe pour libérer l'autre et servir les quantités de gaz qu'elle a la possibilité de produire, elle en est là. Elle n'a pas de ressources additionnelles à offrir sur le marché, y compris pour le pétrole, dont la production est en net déclin, parce que le pic de production a été atteint en 1984. Nos gisements ont vieilli, nos gisements ne donnent plus. Sonatrach, qui devait en 2006-2007 investir 50 milliards de dollars pour développer l'exploration et disons l'exploration pour ne pas compliquer les choses aux gens qui ne comprennent. On n'a pas investi cet argent. On n'a pas investi pour faire de la réinjection secondaire à Hassim Saoud ou à Hassan Mel. Donc ceux qui nous disent l'Algérie est capable d'exporter des quantités additionnelles suffisantes pour suppléer au manque du gaz russe est un énorme mensonge. La seule possibilité qu'a l'Algérie, et ce n'est pas pour aujourd'hui, demain ou dans une année, c'est de se mettre, comme elle a reçu l'ordre suite à la visite de la sous-secrétaire d'État américaine, d'aller pomper dans le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Voilà, c'est très bien. Mohamed Khelfaoui, à vous la parole, Mohamed, sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Khelfaoui? L'ouverture du gazoduc qui traverse le Maroc était dans une conjoncture un peu spéciale. Vous la connaissez, tout le monde la connaît. L'Algérie se défend et prend ses devants. Évidemment, elle utilise ce qu'elle peut utiliser.
pour se défendre. Juste, je reprends, c'est Adel à propos de l'accord stratégique. Il est vrai que c'est pas dans le sens de l'historique et relations historiques, mais c'est vrai, c'est notre partenaire dans le sens où nous sommes clients depuis tout le temps, depuis notre indépendance. Maintenant, si l'Algérie voulait, elle aurait obtenu cet accord stratégique, mais la jalousie du pays pour sa souveraineté fait qu'elle n'a pas de, je pense, qu'elle n'a pas d'accord stratégique, c'est-à-dire de défense commune. Et pour preuve, la Russie est en guerre, l'Algérie est en Algérie. Nos forces sont là, elles ne participent pas. Donc ça, c'est pas un problème ou un avantage ou quelque chose qui vous désavantage. Il suffit d'accepter les principes des accords stratégiques, surtout de défense commune, et les choses peuvent se passer. Moi, je pense pour le gaz, l'Algérie, je ne suis pas bien informé sur la question, mais je crois que c'est Adel lorsqu'il dit que nous avons atteint nos capacités de production depuis longtemps. Et je pense que c'est quand même vrai. Et même nos gisements semblent épuisés. Je trouve les déclarations des uns et des autres. Et je me veux pour preuve le recours au gaz de schiste. Dire que la sous-secrétaire d'État est venue ordonner de faire ou de ne pas faire, la sous-secrétaire des États-Unis, quand même l'Europe également, cherche à isoler la Russie. Et d'où, donc, ils sont allés au Venezuela, ils sont allés même à Cuba, ils sont venus en Algérie, c'est-à-dire les partenaires plus ou moins socialistes qui peuvent susceptibles d'être du côté des Russes. Mais ça, c'est un problème de bilatéral. C'est-à-dire que lorsque les Italiens sont venus, je pense qu'ils ont discuté de gaz. L'Algérie est souveraine. Si elle veut vendre du gaz, elle vend du gaz, si tant est qu'elle a les capacités de demander. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. On a été rejoint par Abdou Semmar, journaliste et directeur d'Algérie Part, qui est avec nous depuis Paris. Abdou Semmar, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Abdou. Bonsoir Nasser, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci Khouya Abdou, merci d'avoir accepté l'invitation. Comme droit au but, Abdou Semmar, sur la question donc, de l'Ukraine, la crise de l'Ukraine, quel impact sur notre pays, Abdou Semmar, sachant que les prix des hydrocarbures ont flambé, que ce soit le pétrole ou le gaz. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation et quel impact sur notre pays? L'impact, Nasser, sera énorme. Il est déjà important. Il est déjà important pour la simple raison que nous faisons partie des pays qui n'ont pas de souveraineté alimentaire. C'est-à-dire nous faisons partie des pays qui ne sont pas indépendants du point de vue alimentaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de nourrir leur propre population avec leur production. Cela signifie quoi? Cela signifie que notre pays, peut-être beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ne le savent pas, même si on essaie de le dire régulièrement, et fait partie des 10 plus importants importateurs de blé, d'orge, de maïs et de lait surtout, donc de sucre, tout ce qui est matière agricole première, nous faisons toujours partie des premiers importateurs. Ça nous coûte chaque année habituellement entre 7 et 8 milliards de dollars. Avant, ça nous coûtait un peu plus de 10 milliards de dollars. Maintenant, avec les prix qui augmentent, quand le pétrole augmente, au-delà généralement l'équation elle est simple. Quand les prix de l'énergie explosent, comme le gaz ou le pétrole, les prix des matières premières agricoles explosent. Sauf que cette fois-ci, c'est l'Ukraine et la Russie qui sont en guerre. L'Ukraine et la Russie font partie des 5 plus grands exportateurs de blé et de maïs au monde. Du coup, on sera directement impacté. C'est-à-dire que nos importations vont nous coûter énormément cher. Ça, premièrement. Et deuxièmement, si la guerre dure encore plus longtemps, on n'est même pas sûr qu'on peut trouver du blé sur le marché mondial ou du maïs, parce qu'il y a beaucoup de pays comme l'Indonésie, comme la Chine, comme l'Égypte, etc., qui vont se disputer pour arracher le peu de blé et de matières premières agricoles qui sera disponible sur les marchés. Donc, déjà, vous avez remarqué,
si vous parlez avec nos concitoyens qui habitent dans notre cher pays, vous allez remarquer qu'il y a une énorme augmentation des prix agricoles, des produits alimentaires en général. Il y a une inflation qui s'est aggravée, d'où la problématique de la pomme de terre qui est revenue, etc. Parce que le maïs, le blé, on les trouve dans les aliments de bétail, donc la viande va augmenter. La Russie est un important producteur d'engrais et de fertilisants, donc l'agriculture sera touchée. En plus, on a la dévaluation du dinar. C'est-à-dire que peut-être beaucoup n'ont pas remarqué que depuis le début de l'offensive militaire, le dinar a encore chuté, il a enregistré des records de baisse historique face au dollar. Donc l'impact sera énorme. Sans parler de l'impact politique. Sachant que la Russie est un allié historique et militaire important de l'Algérie, si la Russie échoue dans cette campagne militaire, ou si elle encaisse des revers, elle aura un impact direct. Énormément direct, parce que cela signifierait que la Russie risque de reculer sur l'échiquier international. Or, c'est le partenaire privilégié militaire et politique de l'Algérie. Même la Chine ne jouait pas d'un statut aussi privilégié que la Russie en Algérie. Donc l'impact, il est multidimensionnel, il est à tous les niveaux. Et il y a un déficit de gaz russe, Abdou Semmar, sachant que le gaz russe représente un pourcentage élevé qui va donc en Europe. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est en mesure de remplacer ce gaz ? Jamais de la vie, ça. D'abord, il n'y a pas de déficit de gaz russe. Il y a les Européens qui veulent s'émanciper du gaz russe. Mais on peut pas, l'Algérie ne pourra jamais remplacer pour la simple raison. Il faut savoir quelques chiffres. La Russie, elle a 13 gazoducs. 13 gazoducs qui la relient à l'Europe. L'Algérie n'en a que 2 maintenant. On en avait 3. Avec la fermeture du Maghreb Europe fin octobre 2021, on n'en a que 3. Le Medgaz et le Enrico Mattei, le transméditerranéen qui va vers l'Italie, qui va à l'Italie en passant par la Tunisie. Les exportations russes vers le reste, pratiquement vers le monde, essentiellement vers l'Europe, c'est presque 200 milliards de mètres cubes. Nous, toute notre production nationale, elle est à peine de entre 140 et 130 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit, on ne pourra jamais. La Russie, c'est plus de 40% du gaz qui est consommé en Europe. L'Algérie, c'est à peine 11%. Donc, ça n'a rien à voir. On ne pourra pas vraiment. Il faut comprendre que le gaz algérien que nous produisons dans notre pays, 60 à 65%, même voire on en est à 65% cette année, à partir des prochaines années, on va dépasser les 70 et 75%, part uniquement pour le marché intérieur. Parce que nous, on utilise notre gaz pour fabriquer de l'électricité. Les Algériennes et les Algériens ne savent pas que 99% de notre électricité, elle vient du gaz. Et nous avons investi énormément à l'époque durant la décennie Bouteflika, on a investi 150 milliards de dollars pour rééquiper le pays en centrales électriques et se débarrasser des problèmes de coupure d'électricité. Sauf qu'on ne produit qu'avec du gaz. Donc le gaz de vie, le gaz pour l'électricité, le gaz pour nos usages domestiques, on a à peine, donc dans les années à venir, notre gaz va à peine nous suffire pour nous-mêmes. En réalité, si on avait une économie plus diversifiée, on pouvait exporter autre chose, on aurait dû préserver ce gaz pour les générations futures. Ce qu'on est en train de vendre aux Européens là, c'est du gaz qu'on va prendre pour les générations futures. Donc, dans 10 ans, comment les Algériens dans 10 années vont fabriquer leur électricité. C'est une réserve de gaz vont baisser énormément. Personne ne s'intéresse à ces sujets, malheureusement. Et quand vous avez parlé donc du gazoduc Maghreb-Europe, est-ce que vous pensez que celui qui traverse bien sûr le Maroc, qui va alimenter l'Espagne, est-ce que vous pensez que c'était sage, c'était stratégique de ne pas renouveler ce contrat, Abdou Semmar ? En fait, ce n'est pas une question de sage ou de pragmatisme. Si on avait une énorme production, bien sûr, c'est pas sage. La preuve, on a un 3e gazoduc à l'Europe, on aurait pu profiter davantage pour vendre davantage de gaz. Mais le problème, c'est qu'on n'avait plus assez de gaz. On n'a plus assez de gaz à exporter. Vous devez comprendre qu'au début des années 2000 jusqu'à 2005-2006, l'Algérie exportait plus de 65 jusqu'à entre 65 et 70 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, on exporte entre 40 et 45 milliards de mètres cubes. 40-45 milliards de mètres cubes, on a 2 gazoducs vont nous suffire. Celui d'Enrico Mattei, le transméditerranéen, sa capacité est de 33 milliards de mètres cubes. On a le Medgaz, elle est de 10 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire c'est exactement ce qu'on peut exporter. On n'a plus assez de gaz à exporter. Bon, le régime algérien avec le Maroc pour punir le Maroc, mais c'est-à-dire c'est juste une opportunité pour déguiser la réalité, pour ne pas effrayer les Algériens. On n'a plus assez de gaz pour l'exporter. On n'a vraiment pas. Le gaz qui nous reste, encore une fois, moi j'ai toujours lancé un appel, le gaz qui nous reste, il vaut mieux le garder pour nous-mêmes.
Là, le gaz, on aurait dû, parce que dans les générations, aujourd'hui on est 45 millions d'habitants, on fait chaque année 1 million de bébés, dans 3-4 ans, on sera plus de 50 millions, dans 10 ans, d'ici 2030, on sera pratiquement presque 60 millions d'habitants. Avec quoi on va fabriquer notre électricité? Avec quoi on va répondre à nos besoins énergétiques? On n'a plus assez de gaz. L'idée que l'Algérie est un pays gazier, c'était avant. Les réserves sont en train de baisser. Tout ce qu'on a par contre, c'est le gaz de schiste. Le gaz de schiste, on en a, la 3e réserve du monde, c'est sûr. Mais pour exploiter le gaz de schiste, c'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent. Et l'Algérie, il faut savoir que pour exploiter le gaz de schiste en Algérie, il faut, selon les dernières études, 200 milliards de dollars d'investissement. 200 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que toute la richesse nationale que produit l'Algérie en une seule année. C'est pas possible, ça va être énormément coûteux. Abdou, on a vu les prix des hydrocarbures flamber, dans le pétrole bien sûr et le gaz. Est-ce que vous pensez que l'Algérie va en profiter, ce pouvoir va en profiter pour diversifier notre économie? Parce que c'est des occasions qu'on a. On a eu cette occasion en 2008 jusqu'à 2014. Est-ce que vous pensez que ce pouvoir a une vision pour diversifier l'économie avec cette opportunité de flamber de prix des hydrocarbures, ou bien au contraire, on est en train de constater de l'autre côté la médiocrité, mais aussi l'incompétence de nos dirigeants? Malheureusement, Nasser, il fallait diversifier notre économie bien avant. Déjà, nous avons perdu beaucoup de temps. Nous avons perdu énormément de temps. Maintenant, pour faire en économie, faire des investissements, il faut attendre 5-6 ans, voire 10 ans pour récolter leurs fruits. Donc vous imaginez, si on commence à travailler maintenant sur un nouveau modèle économique, il faudra déjà attendre 10 ans. Sauf que l'Algérie, elle a un besoin urgent. C'est-à-dire que nous avons besoin, comme notre agriculture elle est faible, comme nous n'avons pas d'industrie, nous avons toujours besoin au moins chaque année gagner 40 milliards de dollars pour essayer d'être à l'aise et importer depuis l'étranger. Sans compter les frais que nous avons pour payer les salaires des fonctionnaires. Enfin, notre État il coûte très cher, ça c'est toute une autre émission qu'il faudra consacrer un jour. Pour diversifier son économie, il faut avoir une stratégie, un plan. On veut aller vers où? Qu'est-ce qu'on veut faire? Diversifier comment? Choisir quoi? Malheureusement, il n'y a pas de stratégie. L'actuel régime, il a des envies, quelques-uns ont une volonté, mais ça ne suffit pas. Pour développer un pays, il faut une vision. Nous n'avons pas de vision. Les autres pays du monde, ils ont une vision. L'Arabie Saoudite, ils ont fait une vision. 2030, on veut faire ceci. Les Émirats, ils ont une vision. Les pays émergents, la Turquie, le Brésil, ils ont une vision. Nous n'avons pas une vision. On a essayé d'avoir une vision, ça n'a pas marché, parce que les problèmes politiques, on ne peut pas développer une économie dans un pays instable politiquement. Les lois changent, les dirigeants changent, un ministre est limogé du jour au lendemain, le chef du gouvernement, le premier ministre, n'a pas vraiment les pouvoirs d'un premier ministre, qui décide. Tu ne peux pas développer une économie dans ce genre de c'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait de nous, malheureusement, un pays très, très, très fragile par rapport aux crises internationales qui nous frappent. Très bien. On a parlé, on a vu cette semaine, Abdou Semmar, cet enfant de 16 ans, Ayman, qui était caché dans la soute d'un avion Air Algérie qui faisait donc la liaison entre Constantine et Paris, Charles de Gaulle. Ça a été choquant pour tous les Algériens, Abdou Semmar, de voir un enfant, donc c'est une première. Qu'est-ce que vous en pensez, surtout de l'image de notre pays? C'est une catastrophe, Nasser, c'est une catastrophe. J'étais aussi choqué que tous nos compatriotes. Sur Algérie Report, on a été parmi les premiers à répercuter l'information, à révéler ce qu'on avait pu recouper comme information. Mais malheureusement, ça risque de ne pas être la dernière fois. C'est-à-dire les candidats à l'immigration clandestine sont de plus en plus nombreux, les phénomènes des haragas s'aggravent de plus en plus parce que les horizons socio-économiques dans notre pays sont pratiquement bouchés. Il faudra parler avec les gens qui vivent sur place. La cherté de la vie, la misère sociale, le chômage, ça s'aggrave de jour en jour.
maintenant, Aymen soulève d'autres interrogations. La sécurité de nos aéroports, la gestion de nos infrastructures les plus sensibles, c'est quand même gravissime. Imaginez, c'était un terroriste, imaginons que c'était un criminel, il aurait pu faire exploser l'avion. Le problème n'est pas, et ça dépasse le cadre de la harga, de l'immigration clandestine. Malheureusement, il y a des conflits en ce moment entre les institutions de l'État algérien. Le patron des douanes est en guerre ouverte avec le patron de la police. Le patron de la police, il dérange certains officiers des services, où chaque clan veut imposer à la tête de la police un patron, où chaque clan veut imposer à la tête des douanes un patron. Les guerres de clans font en sorte qu'ils ouvrent des brèches pour des complots, pour des tentatives, et ça permet à des réseaux criminels d'introduire, de faire des délits et des crimes, parce que le gamin, il fallait voir qu'il va se dans l'aéroport, qu'il va se faire le tarmac, qu'il va se faire le taillara. À 16 ans, il y a des complicités de très haut niveau à ce niveau-là. C'est très inquiétant. Ça traduit encore une fois la fragilité de notre pays, malheureusement pas la fragilité, mais l'extrême la fragilité des institutions de notre État. Très bien. Restez avec nous, Abdou Semmar. Je vais revenir à vous très rapidement. On a été rejoint par Ihsan El-Khadi, qui est directeur de Maghreb Émergent, et Radio M, qui est avec nous depuis Alger. Ihsan El-Khadi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Ihsan. Marhaba. Merci de l'invitation. Marhaba, c'est Ihsan. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ihsan El-Khadi, un petit commentaire donc sur la situation en Ukraine. On avait commencé à débattre avec nos invités. J'aimerais entendre votre analyse par rapport à la situation et aussi son impact sur l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Ihsan El-Khadi? Oui, alors malheureusement, je n'ai pas pu suivre la première partie du débat. Je ne sais pas ce que vous en dites les premiers intervenants. Ce qui est clair, sur le plan économique déjà, parce que en Algérie, on parle surtout du prix du pétrole et de on va dire la crainte que cela nous donne en 2022, probablement en 2023, parce qu'on est en train de s'inscrire dans un conflit de longue durée. En tous les cas, l'Union européenne a la volonté de se dégager de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Donc il y a une nouvelle donne mondiale sur le marché énergétique. Sur le plan économique, on aura probablement des prix du pétrole élevés pendant une période relativement longue, on peut compter au-delà de l'année. Et le problème, c'est que en fait, le bénéfice de cette embellie, entre guillemets, tout à fait dû au hasard et à l'entêtement de Poutine de régler par les armes cette affaire ukrainienne, on n'en profitera pas beaucoup. En fait, c'est ça qui fait mal. On n'en profitera pas beaucoup parce que, en termes d'effet de prix, pour bien bénéficier des prix, il faut exporter de grandes quantités, de grands volumes. Et nous sommes au plus bas historiquement. Là, je dis bien, nous sommes depuis la fin des années 80, on est au plus bas historiquement, à la fois dans les exportations de gaz, 34 milliards de mètres cubes en 2021. Et en exportation de pétrole, on est à moins de 950 000 barils jour. Et on a même du mal à peut-être remplir le quota de 1 million que nous a octroyé l'OPEP+. Et donc, on n'en profitera pas. Voilà. C'est le premier constat et c'est un grand dommage. Il m'est arrivé donc de l'expliquer mercredi dernier dans le café presse politique de Radio M que ce sont de grandes opportunités qu'on rate parce que si on avait engagé le pays depuis plusieurs années dans une politique on a abandonné l'amont pétrolier, l'amont gazier, on n'arrive plus à attirer des grandes compagnies, donc on ne produit plus, on ne renouvelle plus nos réserves. Mais d'après vous, Ihsan El-Khadi, nous avons... Excusez-moi de vous avoir interrompu. D'après vous, pourquoi on rate ces occasions, Ihsan El-Khadi, sachant que des conjonctures comme ça, on ne connaît pas tous les ans, où il y a des guerres, où le prix du pétrole arrive à presque, il est arrivé ces jours-ci à presque $140, le prix aussi du gaz a flambé. Pourquoi on rate ces occasions, Ihsan El-Khadi? Alors, la première réponse, c'est les années Bouteflika. Il faut être précis. La première raison pour laquelle on n'en profitera pas de manière substantielle, c'est à cause des politiques suivies par les années Bouteflika. Je viens de dire,
les années Bouteflika, avec les Cheikh Khilili, on a cassé l'amont pétrolier, on n'arrive plus à attirer des compagnies importantes pour produire plus de gaz et de pétrole en partage de production avec son attraque. Ça, c'est le bilan des années Bouteflika. On est resté bloqué. Bon, maintenant, Cheikh Khilili est parti, on a changé la loi avec le Yusuf, on n'a jamais réussi à attirer à nouveau des grandes compagnies pétrolières énergétiques. Ça, c'est le premier bilan. C'est aussi la faute des années Bouteflika parce qu'on n'a pas engagé la transition énergétique. Et là, j'ai évoqué la responsabilité de tous les gouvernements successifs, mais aussi d'Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune a été ministre de l'Habitat. Il n'a jamais proposé d'engager la contrainte de l'isolation thermique qui permet de faire de grandes économies. Les Algériens gaspillent énormément. Il faut bien voir que les pics d'appel d'électricité en Algérie, c'est en été. On gaspille pour se rafraîchir en été, on gaspille pour se chauffer en hiver, parce qu'on n'a pas une politique d'isolation thermique dans le nouveau bâti. On a construit peut-être 800 000 logements sans introduire cette clause qui nous aurait permis de libérer de grandes quantités de gaz à l'exportation et donc de mieux profiter de cette conjoncture aujourd'hui et de pouvoir tirer notre épingle du jeu. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose au niveau des revenus qui va peser sur nous. Est-ce que vous pensez aussi, par rapport à ceux qui disent que le problème c'est beaucoup plus profond, que l'impasse politique nous bride le pays à tous les niveaux, qu'il soit économique, social ou vision ou orientation. Est-ce que vous pensez que cette impasse politique qui a été bien sûr... Non, je vais vous dire, Nasser, je vais dire aux amis auditeurs et téléspectateurs, j'ai l'habitude de dire auditeurs parce que je aime aux amis téléspectateurs de Maghribia, oui. C'est dans un contexte normal. Je vais vous dire, dans un contexte normal. C'est-à-dire dans un contexte où le mouvement populaire, le Hirak, aurait dégagé des alternatives institutionnelles avec une majorité parlementaire ou un gouvernement d'union nationale compte tenu des difficultés économiques. Aujourd'hui, on fait quoi avec les 2 prochaines années où les réserves de change peuvent remonter à 80 milliards, peut-être même 100 milliards de dollars, si le prix reste aussi élevé? Qu'est-ce qu'on fait? Si on a un gouvernement réellement compétent, légitime, c'est le grand moment d'engager des réformes qu'on n'a pas pu engager auparavant. C'est le grand moment de ne plus être dépendant de faire la réforme de la retraite. La Caisse nationale de retraite a un déficit exorbitant qui provoque l'inflation. Pourquoi il provoque l'inflation? Parce qu'il fait tourner la machine, la planche à billets. Enfin, on ne le voit pas suffisamment, mais une partie de la planche à billets de ce qu'on produit en financement non conventionnel va pour financer les 500 milliards de dinars tous les ans, à peu près 500 à 550 milliards de dinars. Donc il y a une réforme à faire de ce côté-là. Il y a une réforme des subventions. On a commencé à l'engager, mais ce gouvernement est incompétent, il ne peut pas le faire, il s'est arrêté, et à la place, il a fait une action, bon, on peut la soutenir parce qu'elle permet aux jeunes chômeurs d'avoir un revenu, mais elle n'est pas intégrée dans une vision globale. C'est la fameuse allocation chômage qui a été introduite. On a besoin de réformer le système d'aide au prix et aux revenus les plus faibles. Ensuite, on a surtout besoin de mettre le système fiscal algérien. Il y a une évasion fiscale. Il y a 60% de l'activité qui n'est pas fiscalisée en Algérie. C'est le grand moment, peut-être on ne l'a pas fait sous Bouteflika, mais aujourd'hui, un gouvernement légitime, démocratiquement élu, aurait fait ça. Malheureusement, l'aubaine que nous allons avoir, et je m'en félicite même, enfin, je ne sais pas, tout le monde ne s'en félicite pas pour ceux qui, malheureusement, passent à la pompe, peut-être en France ou en Angleterre, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais pour nous, ici en Algérie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous donne un répit. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce répit? Il y a des réformes à engager. Moi, je recommande à ce qu'on les engage. Mais ce n'est pas le gouvernement Ben Abdelrahman. Ce n'est pas le gouvernement de Tebboune Ben Abdelrahman qui va les engager. Il y a un problème de vision, il y a un problème de compétence. Et donc, on va encore rater les opportunités que nous offre cette pénurie d'énergie que la guerre de Poutine en Ukraine a provoquée. Très bien. Vous avez parlé de compétences, Ihsan Qadi, et là je vais vous amener peut-être dans un autre sujet qui est de la gestion de notre pays. Vous êtes en train de parler aussi de vision, de légitimité, et on n'est jamais arrivé à des situations pareilles, Ihsan Qadi, en termes de médiocrité et d'incompétence. On a vu le ministre des Transports qui a été limogé pour faute grave. On ne sait pas ce que c'est que cette faute.
On a vu aussi, les Algériens étaient choqués de voir cet enfant de 16 ans, Ayman, qui est arrivé à Paris-Charles de Gaulle dans la soute d'un avion Air Algérie. Comment il a fait cet enfant pour donc déjouer tous les points de contrôle et de sécurité. La question reste posée. Avant de vous donner la parole très rapidement, on va essayer de regarder donc cette vidéo qui a choqué les Algériens, donc de cet enfant Ayman qui a été retrouvé dans la soute d'un avion Air Algérie à Paris-Charles de Gaulle. On regarde. تم إيجاد حراق يعني شاب متخفي تحت أجنحة الطائرة القادم من قسنطينة إلى باريس. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني صراحة يدخل حالته حالة وبكت الله المستعان. يا خوتنا يا خوتنا ما تدوش أنفسكم للتهلكة وتخلوا. Ihsan Qadi, un commentaire par rapport à cette affaire qui a choqué tous les Algériens. Oui, oui. Là, on est malheureusement pas à cette affaire près. La qualité de la gouvernance actuelle, je suis désolé, hein, je reviens un peu aux sources. La gouvernance actuelle, en gros, c'est Ahmed Gaïd Salah qui l'a décidé. Ahmed Gaïd Salah n'aurait jamais dû être à la tête de l'ANP. Ahmed Gaïd Salah, tous les officiers, quand on parle avec eux en Algérie, vous disent c'est le dernier officier auquel on aurait confié les clés de l'état-major. Donc en termes de compétences, en termes de vision, ولكن إحسان قاضي يعني il y a ceux qui vous diront les critiques, Ihsan Qadi, les critiques par rapport à ce que vous êtes en train de dire, ceux qui vous diront que le problème en Algérie, c'était pas un problème de personne du feu de Gaïd Salah ou là du feu de Abdelaziz Bouteflika, mais c'était tout un système qui était là, qui était érigé, donc qui a bridé le pays, qui a donc délapidé, si on peut dire, les richesses de notre pays. C'est tout un système. On parle d'un système, Ihsan Qadi. Non, un système qui est obligé de recourir pour pouvoir se perpétuer, qui est obligé de recourir et de donner les clés de l'état-major à l'institution qui est supposée dominer, qui va décider du président à chaque fois que le poste est libre, qui va les donner à un profil comme celui d'Ahmed Gaïd Salah. Ça veut dire que c'est un système qui est gravement atteint. Écoutez, je vais résumer la situation de la dégradation de la gouvernance algérienne en 2 mots. J'ai pris un break puisque j'ai peut-être une parenthèse entre 2 contrôles judiciaires. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Je ne sais pas comment ça va finir. Toutes les histoires que la police et les services sécurité veulent nous coller à Radio M et à moi-même. On ne veut pas vous pousser aussi, Ihsan Qadi, on ne veut pas vous pousser aussi à avoir des ennuis. On ne veut pas vous pousser à dire des choses. Non, je vais résumer. Pendant un break, j'ai été me souffler à Janet. J'en ai parlé aussi dans le Café Presse Politique. J'ai revisité Janet et notamment la partie sud du parc national du Tassili, la vallée de la Tadrat, que je recommande à tout le monde. C'est un endroit merveilleux. Et je me suis rendu compte que c'est en train de devenir la 8e wilaya de la 8e région militaire. Il y a des casernes à perte de vue tout le temps. Il y a plein de casernes. Alors qu'il y a le risque Niger et le risque militaire Haftar est dérisoire sur cette partie. On est à l'extrême sud-est de l'Algérie. Et en discutant avec les Targis sur place, on me montre des endroits. Qu'est-ce que faisait Chadli Ben Jdid il y a 30 ans, sur les mêmes lieux, dans la Tadrat? Il invitait pour les réveillons le roi de Belgique. Il faisait du soft power et il travaillait pour le tourisme. Moi, je ne suis pas particulièrement fan de Chadli Ben Jdid. Il m'a mis en prison quand j'étais étudiant. Mais regardez, c'était un colonel de l'ALN, enfin de l'ALN, c'est un colonel de l'ANP. L'ALN n'était pas colonel. Et à l'époque, il était entouré de personnes qui avaient... Leur bilan n'est pas bon, mais il y avait un minimum de vision. Il y avait un minimum de... L'Algérie avait un minimum de... Aujourd'hui, les mêmes militaires qui tiennent le pays, ils font d'une région touristique un réseau de casernes et c'est l'armée qui décide de tout sur place. J'espère que ça ne va pas gêner le tourisme, j'espère qu'il va y avoir un minimum d'intelligence pour que ce soit le cas. Mais pourquoi je vous cite cet exemple? Parce que quand on voit le cas de ce Ayman qui a pris l'avion et qu'il a pu passer entre les mailles du filet,
On se trompe toujours de priorité. On s'est toujours trompé de priorité dans ce qui est important en Algérie. On a raté Pegasus, on a raté Tigre Tourin quand il fallait regarder Tigre Tourin, et à chaque fois on a une guerre de retard, malheureusement. Et ça, c'est l'expression, c'est le marqueur d'une incompétence. Malheureusement, le système aujourd'hui ne peut plus recruter des ressources de qualité. Il ne peut plus recruter, il ne recrute, et il tourne, il se mord la queue. On voit au Sénat, on voit au niveau des ministères, on voit à la tête des offices. Il est incapable d'attirer de la ressource de qualité, et malheureusement, il fait même l'inverse. Il la pousse à quitter le pays par tous les moyens. Voilà mon commentaire sur cette. Je l'ai mis dans un contexte plus historique pour vous dire que le déclin, il est spectaculaire. Voilà. Yatik Sahih Hassan Qadi, merci beaucoup pour votre intervention. Merci Hassan Qadi qui était avec nous. Abdou Semmar, je vais revenir à vous avant de vous libérer. Abdou Semmar, donc sur cette affaire, on parle bien sûr de l'incompétence. On a vu la construction du mur sur donc, les plages de Oranez, Ain Turk, qui était aussi choquant pour les Algériens. Comment on est arrivé à ce degré-là, Abdou Semmar, degré de la médiocrité et de l'incompétence? Alors oui, tu me permettras juste de faire un commentaire à ce que vient de dire notre ami Nasser Qadi Hassan. Moi, je suis pas d'accord avec lui juste quand il dit que tout est de la faute des gens qui étaient avant. Parce que nous, les Algériens, c'est un peu le discours de Tebboune et de son entourage. Nous avons hérité d'une situation catastrophique, c'est la faute de nos prédécesseurs, ce qui est complètement faux. Pour parler par exemple du pétrole et du gaz, avant 2019, avant la crise politique, on produisait plus de 1 million de barils. On est descendu à sous 1 million de barils à partir de 2019. Pourquoi? Parce que la Sonatrach a été prise en otage par la guerre des clans et le nettoyage qui a été opéré par le régime algérien. On a pris des cadres qui n'avaient rien à voir avec la politique, on les a dit, voilà, vous étiez à l'époque de Bouteflika, on vous élimine. On a toute l'année 2019 jusqu'à la fin de l'année même 2020, il y a eu plus de 80 cadres compétents qui ont été limogés de Sonatrach, dont beaucoup étaient dans l'amont. C'est-à-dire l'amont, quand Qadi Hassan parle de l'amont, ce serait bien de faire de la pédagogie pour que les gens comprennent. L'amont, c'est tout ce qui est exploration et production de nouvelles réserves. Ces gens-là ont été liquidés. Il y a eu des liquidations politiques. Juste, soit on a utilisé le Hirak, au moins c'est des ingénieurs techniques. Du coup, aujourd'hui, on a un énorme problème dans l'exploration et dans la production. À l'époque de Bouteflika, le budget d'exploration de production, et en tout cas le budget à l'exploration pour les nouvelles réserves, sur un track était de 2 milliards de dollars. Mais on a à peine de 600 millions de dollars. Tout n'est pas Bouteflika qui a quand même des réserves de gens beaucoup plus consistantes. Il y a un pays endetté. Dire que tout est de la faute d'avant, non, le modèle économique il est mauvais depuis des années, certes, parce que le pétrole et le gaz, c'est des sources, c'est pas des sources renouvelables, c'est du fossile. Le pétrole ou le gaz, mais on n'a rien fait pour diversifier, mais bon, depuis 2020, il avait l'opportunité de lancer. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là? Il a provoqué la pénurie des produits alimentaires pour réduire les importations. On a réduit les importations en devises, mais à quel prix? Le halib ma kaash, le zait ma kaash, etc. On a provoqué des pénuries. C'est ce qu'il faut dire. Tout n'est pas. On ne peut pas dire que c'est la faute du passé ou c'est la faute des gens qui étaient là avant. Non, il y avait aussi quelques atouts qu'on aurait pu exploiter à partir de 2020 pour lancer une véritable transition économique. C'est-à-dire, bien. C'est bien de faire un débat là-dessus. Maintenant, c'est ce que tu viens de me dire, le problème de la médiocrité du système algérien, ce n'est pas nouveau. C'est vrai que même à l'époque de Bouteflika, on avait des gens médiocres. Cette fois-ci, la médiocrité, elle est beaucoup plus éclatante. Quand tu parles du mur de béton à Oran, n'oublions pas la douche, l'inauguration d'une douche à Betna. Absolument. Ouais, l'affaire de l'huile interdite au moins de 18 ans, l'allocation chômage. On prend des chômeurs, on les prend en photo, on les met en exergue comme ça, on célèbre le chômage. Les exemples sont nombreux. Pour le Bledna, on est un carnaval. Parce que c'est la crise politique de 2019. Parce que il y a un système qui s'est effondré. On n'a pas su comment remplacer ce système qui s'est effondré par un autre système qui vaut mieux que lui. La nature a horreur du vide. Ceux qui ont comblé ce vide, ce sont des gens d'un niveau intellectuel limité dans l'Arab. Et ce sont des gens avec un faible niveau d'instruction. Le Wali Doran, subhanallah, il organise des Jeux méditerranéens
en juillet, il met un mur, il bouche l'accès à la mer avec un mur en béton. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec des dictatures. Il y en a des dictatures à travers le monde, mais tu as des dictatures qui sont intelligentes et tu as des dictatures qui sont médiocres. Là, nous sommes face à une dictature qui est médiocre. C'est une crise de compétences au niveau du système algérien. Le système algérien n'arrive pas, pour le moment, à s'entourer de... Parce que personne ne lui fait confiance. Gars, il khafu minno. Mais ici, je rejoins quel est le gars qui est instruit, qui a du niveau, qui est compétent, qui peut apporter un projet, un plus à la société ou là au pays, qui veut prendre des fonctions en ce moment? Personne. Parce que ça, c'est une conséquence au Sénat. Balek, tu devrais organiser une émission sur la conséquence sur les élites sur la politique de l'emprisonnement. Je connais quand tu as 18 ministres qui sont en prison. Je connais des gens très compétents qui ont été approchés depuis 2019 par etc. On parle de Youssouf Yousfi. Est-ce que quelqu'un a fait une émission ou une enquête pourquoi Youssouf Yousfi est en prison? Youssouf Yousfi, où je dis Youssouf Yousfi, alors vous avez fait les usines de montage, c'est les les hommes d'affaires. يعني يوسف يوسف ne pouvait pas bloquer. يوسف يوسف واش عنده كارت بوست، عنده كونت بانكير، عنده كيش ماشرة كيش ما ترفه، ما دار والو. Et pourtant, il est en prison, il y a plein de cas, il y a plein de ministres, il y a même les hommes d'affaires qu'on a mis en prison. La manière dont ils ont été emprisonnés, incarcérés, cassés, elle est trop brutale. Tu as un esprit de vengeance, mais c'est de droit. De justice. Vous avez parlé de vengeance et des guerres des clans, Abdou Soummar. Est-ce que vous pensez que les perspectives sont sombres très rapidement par rapport à notre pays, surtout dans un contexte pareil? Parce que le ministre, il se fait lémoger sans nous donner pourquoi. Ils disent que c'est une faute grave. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans cette logique de lutte des clans? On est bien sûr qu'on est dans cette logique de lutte de clan. La logique de la lutte de clan, elle est encore plus brutale que celle qu'à l'époque de Bouteflika. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, il faut proposer des solutions à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une réconciliation. Il faut apaiser le pays. Il faut se réconcilier avec les Algériens. Il faut sortir les gens de prison, les détenus politiques. Même les anciens ministres, il faut les sortir de prison. Ou Yahya Ouchawidir في الحبس. Sennel Ouchawidir في الحبس. Mêlés à résidence surveillée, mêlés dans des... نحلهم leurs biens, عاقبهم, tu leur enlèves leurs privilèges. Mais mettre autant de personnes, à chaque fois on emprisonne, incarcérés, emprisonnés. Plus personne ne veut travailler avec l'État. Parce que en Algérie, demander à un entrepreneur, va obtenir, dans n'importe quelle wilaya, va obtenir un permis de construire, ou là va demander une réunion avec le Wali pour une demande d'investissement. Personne ne veut signer. En Algérie aujourd'hui, personne ne veut signer. Parce que les gars, ils ont peur. Le Wali, il a peur, le chef d'Aéra, il a peur, le DSE, il dit que je signe, donc, on a le climat de terreur, il faut l'enlever. Il faut rétablir la confiance. Sans confiance, pas de développement, pas de démocratie, pas de paix, rien. Il faut rétablir la confiance. Merci. Yatik Saha, Abdou Soummar. Merci à vous d'avoir participé dans cette émission. Abdou Soummar, journaliste et directeur d'Algérie Part, qui était avec nous depuis Paris. Mohamed Khelfaoui. Et là, on va entamer très rapidement aussi le sujet qu'on avait prévu dans cette émission, celui des droits de l'homme. Après juste donc cette intro, je vais revenir à vous, Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, comment vous voyez les choses, donc cette question des droits de l'homme? La sous-secrétaire d'État américaine en visite en Algérie, elle avait soulevé donc cette question et on ne peut pas continuer à gérer le pays avec un bâton, mettre les gens en prison parce qu'ils ont un avis différent ou critique du régime. Mohamed Khelfaoui.
Oui, je vous ai entendu, sauf que je rejette dans vos phrases celle qui concerne la sous-secrétaire d'État qui vient nous apprendre les droits de l'homme. Ils commencent d'abord par eux-mêmes. Ceci étant, oui, pour les droits des Algériens, dans le cadre des droits de l'homme, évidemment, oui, on peut pas mener par le bâton ces revendications pacifistes auraient pu être considérées ou débattues dans la sérénité. Un débat, pourquoi pas un débat national, sensibilisé, montrer aux gens les capacités, les possibilités et aussi les urgences. Bon, mais voilà que nous avons maintenant des gens qui font la grève de la faim, ils risquent de mourir ou de sortir avec des handicaps et des marques indélébiles pour les autres générations, au moins leur entourage. Donc ça, oui, je suis tout à fait d'accord, preneur de l'idée. Qui sont en prison, ceux qui... Je ne parle pas de l'ensemble, mais ceux qui, pour un avis contraire à celui du pouvoir, ou à celui de l'ambiance vécue jusque-là, oui, ça, en effet, il faut trouver autre chose. Il faut trouver une manière d'apaiser, comme l'avait dit Alassane d'ailleurs, une manière d'apaiser la situation globale du pays, aussi bien dans le cadre sécuritaire que dans la sécurité de manière générale, donc aussi bien alimentaire ou la lutter contre le chômage, essayer de donner espoir à la jeunesse, c'est-à-dire que celui qui sort de l'université ne parle pas dès la première année comme étant un futur chômeur diplômé. Non, au contraire, ça peut être un chercheur, ça peut être quelqu'un qui peut apporter, pour peu que la hiérarchisation de son passage se fasse correctement, et il pourra quand même gagner en expérience et faire quelque chose. Moi-même, j'étais dans l'enseignement, et c'est vrai que les gens posaient ce genre de questions. Et il y a même ceux qui vous disent pourquoi ces formations. Pourquoi ce casse-tête de mathématiques, de physique, de je ne sais quoi, alors que nous sommes voués à ceci ou cela, c'est-à-dire des travaux subalternes. Donc il faut reprendre la chose. Moi je pense avec lucidité, courage. L'Algérie mérite aujourd'hui des décisions courageuses, des visions courageuses, sans se hasarder, mais calculer sereinement, faire des pas tout à fait réalisables, sans pousser le pays vers des risques de dérapage. Non, on ne veut pas ça, mais il est possible quand même d'évoluer, d'apporter quelque chose de nouveau, un cachet nouveau pour... puisqu'on veut dire... Mais est-ce que c'est possible, Mohamed Khelfaoui, avec ce pouvoir? Est-ce que c'est possible alors que beaucoup d'observateurs parlent de la continuité du même système? On voit pas, on a parlé de la nouvelle Algérie, on a parlé des nouvelles pratiques, mais malheureusement, on voit toujours les mêmes pratiques, pire encore. Aujourd'hui, on parle de plus de 300 personnes qui sont en prison. C'est des personnes, c'est des prisonniers d'opinion politique, alors que ça fait des années, on n'a pas vu ça. Donc les choses sont pires. Tous les pouvoirs sont éphémères. Depuis Boumediene, il a duré ce qu'il a duré, Chadri, Bouteflika, Zaroual, etc. Tous les pouvoirs sont éphémères. Maintenant, si il y a une volonté ou une conscience politique vis-à-vis de cette jeunesse, vis-à-vis du peuple de manière générale, il suffit qu'il y ait des hommes qui ont une vision, qui voient un peu autour du pays, qui voient ce qui se passe ici et là, qui voit comment est la menace, comment elle se formule, comment elle se prépare. Oui, il peut y avoir des hommes qui émergent et donc qui peuvent apporter quelque chose, un pas en avant. Oui, c'est comme ça d'ailleurs dans tous les pays du monde. C'est des hommes un peu particuliers pour l'histoire de leur pays qui ont fait avancer
qui ont fait avancer leurs États. Et ils sont là où ils sont. Très bien. Même s'ils sont dans le sous-développement, il y a quand même ce sentiment de vouloir travailler, avancer, libérer les énergies, libérer la pensée, laisser les gens participer d'une manière directe ou d'une manière lointaine, c'est-à-dire à travers des débats, apporter leur savoir-faire, les laisser participer à la construction du pays. Voilà. Merci Mohamed Khelfaoui. On est arrivé à la fin de cette émission. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous. Merci à Adel Djebbar qu'on avait perdu. Donc, analyste politique, était avec nous depuis le Canada. Abdou Smar, journaliste et directeur d'Algérie Part, qui est avec nous depuis Paris. Et Hassan Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha wa bqaw ala khair.